Dans cette vidéo, je vous propose de voir les bases de la photographie. Pour commencer, il est intéressant de s'attarder sur le comment fonctionne un appareil photo. Pour un appareil réflexe, la lumière va passer à travers l'objectif, puis être déviée par un miroir. Ce miroir disparaît dans les appareils dits hybrides, mirrorless en anglais. Cela permet d'avoir des appareils plus compacts où la visée optique est remplacée par une visée numérique. Derrière le miroir, on trouve le capteur numérique constitué de puits de lumière captant soit du rouge, soit du vert, soit du bleu. Cela remplace la pellicule photo de jadis. Au-dessus du miroir, on trouve un pentaprisme qui remet l'image dans le bon sens pour la visée optique, car quand la lumière touche le capteur après son passage par les optiques, elle est à l'envers. Ce que j'ai représenté par le cercle rouge, c'est ce que nous verrons bientôt en décrivant l'ouverture. C'est le diaphragme. Le diaphragme, ce sont des lamelles métalliques plus ou moins fermées qui vont permettre à plus ou moins de lumière de rentrer. On parle d'ouverture avec une grande ouverture, il y a beaucoup de lumière qui rentre, avec une petite ouverture, il y a peu de lumière qui rentre. On va voir comment se comporte la lumière. La lumière passe à travers le diaphragme. Ce diaphragme va permettre de régler le débit de lumière, pas la quantité de lumière, car la quantité va dépendre d'un autre paramètre. Lors de la visée, la lumière tape le miroir, traverse le pentaprisme et sera redressée pour sortir sur le viseur et ainsi être à l'endroit dans le viseur pour le photographe. Je vous propose de voir plus précisément les différents éléments. À l'intérieur de l'objectif, il y a le diaphragme, ici représenté par la barre rouge qui va régler l'ouverture. C'est une notion essentielle, un des premiers éléments du triangle de l'exposition. Notez que c'est l'objectif qui va faire l'ouverture grâce au diaphragme. Certains objectifs vont être très lumineux car ils ouvrent par exemple à 1,4, 1,8, alors que d'autres n'auront qu'une ouverture maximale de 3,5 ou 4 par exemple, et donc moins lumineux. C'est pourquoi on oublie trop souvent que dans le couple boîtier-objectif, sur les boîtiers à objectifs interchangeables, l'objectif est très important. Notre diaphragme règle donc le débit de lumière, il vient frapper le miroir lors de la prise de vue. Le viseur optique ne voit plus rien puisque le miroir est relevé. Le capteur numérique ici représenté par la barre bleue va recevoir la lumière et la photo va se prendre pendant le temps de la prise de vue. La durée d'exposition, d'obturation, va donc être déterminée par le temps pendant lequel les rideaux mécaniques laissent passer la lumière. Les rideaux sont ici représentés par les barres vertes. Si on récapitule ce que nous avons déjà vu, l'ouverture ou débit de lumière est géré par l'ouverture du diaphragme, le temps d'obturation est lié au temps que les rideaux laissent passer la lumière. En troisième paramètre, on trouve la sensibilité du capteur. Le capteur sera plus ou moins sensible à la lumière, noté en ISO. Le diaphragme va gérer l'ouverture, l'obturateur va gérer la vitesse. Je préfère parler de temps d'exposition, le capteur va gérer la sensibilité à la lumière notée en ISO. Avant d'aller plus loin dans la technique du triangle de l'exposition, un mot rapide sur ce qu'on appelle la distance focale. Cette distance focale, c'est quoi? Nous avons ici représenté de façon schématique la lentille de l'objectif. En vrai, il y en a plusieurs dans l'objectif, mais pour simplifier le discours, disons qu'il n'y en a qu'une seule. La lumière est représentée par les traits rouges, la lumière va converger vers un point particulier qu'on va appeler le foyer, représenté ici par grand F'. Les rayons de lumière vont continuer leur chemin après ce foyer et doivent être inversés. C'est ce qui impose le pentaprisme dans les réflexes pour redresser l'image. Ce qui est important à retenir ici, c'est que la distance entre la lentille et le point foyer grand F' nous donne une distance notée F', appelée la distance focale. C'est important parce que cela a une influence notable sur le résultat de la photo. On va le revoir rapidement, mais je tenais à le noter dès maintenant, car ça va avoir une influence dès la notion d'ouverture. Notez que cette distance focale, c'est ce que l'on voit sur les objectifs lorsqu'on dit que c'est un 50 mm, 200 mm, 300 mm, ou en dessous du 50, 18, 28, 35 mm. Commençons par le diaphragme et l'ouverture. C'est une notion essentielle, il y a des paramètres à retenir, des valeurs bien précises. Ces valeurs vont nous donner la taille de l'ouverture. Ici, j'ai représenté trois ouvertures différentes, f/2, f/4, f/22. Parfois, on note plus rapidement f2, f4, f22. Et parfois, on dit plus rapidement que l'on ouvre à 2, à 4 ou 22. Mais ce qui est important ici à retenir, c'est que l'on retrouve notre distance focale f et des valeurs qui divisent cette distance focale. C'est pour cela que l'on a une ouverture à f2
et qu'on a une ouverture plus grande à f4, car c'est une fraction. Si on divise le gâteau en 2 parts, les 2 parts seront plus grandes que si l'on divise le même gâteau en 4 parts. Ici, on aurait par exemple f2 qui serait l'ouverture la plus grande sur l'objectif, et f22 l'ouverture la plus petite. On voit ici le mécanisme des lamelles qui vont laisser plus ou moins laisser passer de lumière. On retiendra donc que plus le chiffre est grand, plus l'ouverture est petite, et inversement. On va voir ça concrètement en manipulant un objectif Canon de monture FD. Ceci est un objectif Canon de monture FD qui est allé sur les appareils argentiques. L'avantage, c'est qu'il possède une bague d'ouverture, ce qui nous permettra de faire varier l'ouverture et mieux démontrer le rôle du diaphragme. Mais avant ça, une petite parenthèse pour parler des indications sur les objectifs. Par exemple ici, on a la marque Canon, l'indication qu'elle a été fabriquée au Japon, ensuite la monture Canon FD, la focale 50 mm et l'ouverture ici notée sous la fraction 1, 2.1.4. 1.4 est ici l'ouverture maximale. Cet objectif ouvre un maximum à 1.4 et son ouverture minimum est f22. Ici, le diaphragme est ouvert à sa plus petite ouverture f22. Le diaphragme va laisser très peu de lumière pour un tout petit trou. On va utiliser la bague d'ouverture. Ici, les valeurs varient entre f1.4 et f22. Et en faisant varier cette bague, on va pouvoir atteindre la plus grande ouverture à f1.4 ou atteindre la plus petite ouverture à f22. Il faut savoir qu'à chaque cran, chaque ouverture du diaphragme, on dit que l'on passe d'un diaph à un autre. À chaque cran, soit on multiplie par 2 le débit de lumière qui rentre, soit on le divise par 2. Alors j'ai indiqué qu'il y avait des valeurs précises. Ce sont ce qu'on appelle les valeurs pleines d'ouverture. Ces valeurs sont f1.4, f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, f22 et f32. Vous n'aurez pas forcément toutes ces valeurs sur votre objectif. Les valeurs f1.4, f2, f2.8 sont des valeurs très lumineuses, de grande ouverture, et donc malheureusement de nombreux objectifs n'ont pas ces valeurs-là et ne permettent pas de laisser autant de lumière. Et f32 c'est une ouverture très petite, et c'est essentiellement sur les objectifs dits macro qu'on les trouve. Le plus souvent votre objectif s'arrêtera à f22 pour son ouverture la plus petite. Ce qui est important ici à voir, c'est ce qu'on va appeler la notion de diaph. Le diaphragme, ou en abrégé diaph, lorsqu'on passe d'une valeur pleine à une autre, on dit que l'on passe de diaph en diaph. C'est une multiplication par 2 ou division par 2 du débit de lumière. Ici, je passe de f4 à f2.8, donc j'ouvre un peu plus. Rappelez-vous, lorsque le chiffre est petit, l'ouverture est grande. Donc en passant de f4 à f2.8, ici je passe à la valeur pleine précédente. Je vais multiplier le débit de lumière par 2. On laisse entrer plus de lumière et en quelle quantité on multiplie par 2. Ou on divise par 2, comme on va le voir tout de suite. Si je passe de f4 à f5.6, cette fois, ici, j'ai diminué le débit de lumière car j'ai fermé le diaphragme. Rappelez-vous, un chiffre plus élevé, c'est une ouverture plus petite. En quelle quantité j'ai fermé, donc j'ai moins de lumière qui rentre. En passant de f4 à la valeur pleine suivante, f5.6, j'ai divisé par 2. Nous allons voir en vidéo quelle valeur nous trouvons sur un objectif zoom, c'est-à-dire sur un objectif où on n'a pas une focale unique. Tout à l'heure, nous avons vu un objectif à focale FX 50 mm. Là, nous allons voir un objectif Minolta 35-80 mm, où la focale varie de 35 à 80 mm. Nous allons voir que cela a une incidence sur l'ouverture quand nous aurons deux valeurs d'ouverture maximale. Deuxième objectif que nous allons étudier, c'est un Minolta 35-80. J'ai choisi cet objectif car son ouverture maximale n'est pas fixe le long de sa plage focale. C'est un objectif Minolta qui a une focale entre 35 et 80 mm. On peut faire varier cette focale par une bague, et donc sur le chiffre, on a désormais deux valeurs, 1, 2.4, 22, 5, 6. Alors ça veut dire quoi? La plupart des zooms d'entrée de gamme n'ont pas une valeur constante, quelle que soit la focale. Ici à 35 mm, l'ouverture maximale est f4. Par contre, si je zoome en passant à la focale 80 mm, l'ouverture maximale sera au mieux de 5, 6. C'est habituel sur les zooms d'entrée de gamme, et on trouve des objectifs même avec une plage focale importante, qui ont une ouverture maximale constante. Ici par exemple, il ouvrira f4 aussi bien au 35 mm qu'au 80 mm. Ce qui est important de noter pour la suite, c'est qu'on peut gérer le débit de lumière qui frappe le capteur pour l'ouverture du diaphragme. L'ouverture va avoir une autre conséquence que l'on appelle la profondeur de champ. Chaque élément du triangle de l'exposition va avoir deux effets. L'un qui touche à l'exposition, la quantité de lumière qui frappe le capteur, et un autre effet qui aura des conséquences sur le résultat de la photographie.
Pour l'ouverture, c'est la profondeur de champ. On va voir ça tout de suite. Alors déjà, définissons la profondeur de champ. C'est la zone de l'espace dans laquelle doit se trouver le sujet photographié pour que l'on puisse en obtenir une image que l'œil acceptera comme nette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément toute la zone photographique qui sera nette. La profondeur de champ va diminuer ou augmenter en fonction du choix de l'ouverture. On peut avoir des photos qui réclament une profondeur de champ courte. On utilisera pour cela une grande ouverture. Et parfois, on voudra une grande profondeur de champ, que l'image soit nette du début à la fin. Typiquement, les photos de paysage. À ce moment-là, on fermera un peu plus son diaphragme. On mettra une ouverture plus petite. Pour mieux comprendre la profondeur de champ, on va choisir une grande ouverture et donc une profondeur de champ courte. Et on va faire varier l'endroit où l'on fait la mise au point. Ici, avec un 90 mm qui ouvre à max à 2.8, la zone de netteté doit être très courte. Là, la mise au point est faite sur l'objectif Canon au premier plan. Si je verrai la mise au point, je suis en mise au point manuelle, je m'approche du Minolta. Voilà. La mise au point est faite sur le Minolta, je peux encore faire varier l'endroit de la mise au point pour me rapprocher du capuchon de Canon en arrière-plan. Voilà, la mise au point est faite sur le capuchon et vous voyez sur le mètre couturier à côté que la zone de netteté va varier. Je vais revenir sur le Minolta et revenir sur le Canon. Donc, nous avons vu que l'ouverture va jouer sur l'exposition en gérant le débit de lumière qui frappe le capteur, que ça a une influence sur la profondeur de champ, mais il faut aussi voir que cela a une influence sur la qualité de l'image. En jouant sur l'ouverture, on va avoir des valeurs qui vont jouer sur le triangle d'exposition, mais on aura aussi des choix à faire pour la qualité de l'image. Si vous avez un objectif qui ouvre entre f1.4 et f22, la meilleure qualité d'image sera obtenue avec les valeurs moyennes d'ouverture aux alentours de f8, f11, car c'est le plus souvent aux ouvertures moyennes que la qualité est la meilleure. Les meilleurs objectifs offrent une qualité d'image de la plus grande à la plus petite ouverture. Clairement, il faudra parfois arbitrer en défaveur de cette qualité, par exemple pour du portrait où on ouvre très grand pour un flou d'arrière-plan important, et on se place donc à une ouverture où on aura une moins bonne qualité. Tout comme en photo de paysage, on voudra peut-être avoir une très grande profondeur de champ, et pour cela on ferme beaucoup, et on perd en qualité au profit de la netteté. On va voir ça en pratique, comment ça peut se représenter. Alors, pour observer les différences de qualité en fonction de l'ouverture, on va faire varier l'ouverture sur ce livre. Observez surtout le centre de l'image, car en variant l'ouverture, on va faire varier la profondeur de champ, et sur les grandes ouvertures, une petite zone sera au point. Or là, on veut juger la qualité et non la mise au point. Regardez surtout le centre de l'image, et la tête du chat de Philippe Geluck. Je vais zoomer pour que l'on voit mieux. Là, on est à f de 8. À part la profondeur de champ réduite, regardez le centre de l'image et la qualité. On passe à f4. Et regardez toujours la tête. Même avec la compression de la vidéo, vous devriez avoir une nette amélioration. Bon, on va passer à f5.6. On commence à voir ce qu'on appelle du piqué. La qualité sera au maximum de cet objectif, aux valeurs moyennes f5.6, f8, f11. On améliore définitivement à f8 ouverture moyenne de cet objectif qui ouvre entre 2.8 et 22. Si on passe à f11, on garde encore une bonne qualité. Par contre, si on passe à f16, on va voir l'image se dégrader. Elle est plus pixelisée. On voit qu'il faut bien faire la différence entre la zone de netteté qui augmente en fermant de plus en plus le diaphragme et la qualité qui est bonne au centre, mais moins bonne aux valeurs extrêmes d'ouverture. Pour terminer, on a f22, clairement une moins bonne qualité, un moins bon piqué. En faisant varier l'ouverture, ne perdez pas de vue que vous faites aussi varier la qualité de l'image. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcément rester à ces valeurs moyennes. On aura parfois besoin d'une zone de netteté importante, on ira à f16, f22, et parfois on veut volontairement du flou, et on ouvre à f2.8, ou plus, malgré la perte de qualité. On va passer au deuxième élément du triangle de l'exposition. On a vu que la lumière va frapper le capteur, et pour cela il faut laisser passer ou non la lumière pendant un certain temps. C'est le travail des rideaux d'obturation. C'est le temps que les rideaux sont ouverts et laissent passer la lumière qui donne le temps d'exposition, le temps de pause. On parle à tort de vitesse, alors que c'est une durée. Mais comme vous verrez partout le terme de vitesse, je l'emploie ici. Mais retenez que c'est une durée. On ne peut pas avoir une quantité de lumière sans avoir une ouverture et une durée. Le diaphragme va gérer le débit, l'obturateur le temps de pause, et la quantité va être le résultat de ce couple débit-durée et déterminer l'exposition. On retrouve des valeurs pleines, comme pour l'ouverture.
Elles sont même plus nombreuses que pour l'ouverture, généralement de 1 millième à 30 secondes. Certains appareils n'iront pas à 1 millième, mais pas de panique, un 4 millième c'est déjà très court. On retrouve le même mécanisme que pour l'ouverture. Quand on passe d'un cran à un autre, on influe sur la quantité de lumière. Ici, je passe de 1/60e à 1/125e de seconde. Avant de donner la réponse, si on réfléchit un peu à la conséquence, je passe d'une durée d'1/60e à 1/125e de seconde. C'est donc une durée plus courte, moins de temps de pause, donc je laisse rentrer à ouverture égale moins de lumière sur le capteur. En passant de 1/60e à 1/125e de seconde, j'ai divisé par 2 la quantité de lumière. Si on passe de 1/60e à 1/30e de seconde, j'ai une durée d'exposition plus longue, je laisse la lumière frapper le capteur plus longtemps, j'ai une quantité de lumière plus importante à hauteur de x2. Ce qui est important à retenir ici, c'est que de passer d'un temps d'exposition à un autre dans le cadre des valeurs pleines va avoir comme pour l'ouverture, comme conséquence de multiplier ou diviser par 2 la quantité de lumière. Donc on peut utiliser la notion de diaph comme pour l'ouverture pour notifier l'augmentation ou la diminution de lumière. Si je passe de 1/60e à 1/125e, je perds un diaph. Je divise par 2. Si je passe de 1/60e à 1/30e, je gagne un diaph, je multiplie par 2. On conserve donc cette notion de diaph, même quand on joue sur la durée d'exposition, à l'instar de l'ouverture. Ici, j'ai noté que la durée la plus longue est de 30 secondes. C'est souvent le cas pour les appareils sans utiliser un mode particulier qui est le mode bulbe. Le mode bulbe permet d'avoir un temps de prise de vue non défini. Dans son utilisation la plus simple, c'est le temps pendant lequel on va appuyer sur le déclencheur de l'appareil photo. Mais cela va réclamer le plus souvent l'emploi d'un accessoire supplémentaire, comme une télécommande, car laisser le doigt appuyer sur le déclencheur sur une prise de vue longue, c'est transmettre nos tremblements et rendre floue la photo. Comme on a vu que l'ouverture du diaphragme avait un autre effet que l'exposition avec la profondeur de champ, le temps où l'obturateur laisse passer la lumière n'échappe pas à cette règle, avec une influence sur le mouvement. Le temps d'obturation va avoir une conséquence directe sur comment sera figé le mouvement. C'est très important en photographie car le monde que l'on observe est très rarement inerte. On va voir cela avec quelques exemples. La première photo, c'est un exercice assez courant en photographie, la goutte d'eau. On prend une vitesse très rapide, une durée très courte. C'est même généralement grâce à la brièveté de l'éclair d'un flash qu'on y arrive. Cela permet de figer le mouvement de la goutte d'eau qui s'écrase dans un liquide. On capture ainsi un moment fugace, on fige totalement le mouvement car ce mouvement est intéressant à un instant T. Deuxième photo, on a choisi une longue durée pour cette photo pour rendre un peu fantomatique le tramway qui passe. En effet, avec des temps d'exposition longs, tout ce qui bouge s'effacera plus ou moins au profit des objets inertes. On marque ainsi le mouvement d'une façon totalement différente. Notez que si vous êtes dans un endroit très touristique avec beaucoup de monde et vous ne souhaitez pas les avoir sur la photo, c'est une bonne méthode pour les éliminer du cadre. Troisième façon de procéder, le flou filé. Cette technique consiste à prendre des sujets en mouvement avec un certain temps d'exposition, normalement trop long pour éviter qu'il soit flou, mais en suivant le sujet pendant que la photo se prend. Cela rend le sujet net et le fond flou. Cette technique est difficile à appliquer, mais quand elle est réussie, on a cette fois bien la sensation que le sujet est en mouvement, comme ici avec le cycliste. C'est souvent employé pour les voitures de course en pleine action. La difficulté de l'ouverture, c'est d'avoir une profondeur de champ inappropriée, du coup un sujet pas en focus. La durée d'obturation a aussi ses pièges. Quand on prend des photos à main levée, ça impose des temps d'exposition courts. Sinon, on s'expose à faire des flous de bouger. Tout le monde tremble, même les personnes les plus calmes, et ces tremblements ne permettent pas de prendre des photos en main levée avec des temps d'obturation trop longs. Pour nous aider, on peut savoir quelle est la durée à ne pas dépasser pour pouvoir prendre la photo sans risque de bouger à main levée à une focale donnée, grâce à la règle du 1 pour 1. Cette vitesse minimale, ou plutôt durée maximale, est égale à 1 sur la distance focale. Pour un 50 mm, il faut donc ne pas dépasser un temps d'obturation de 1/50e de seconde, la valeur pleine la plus proche est 1/60e de seconde, une durée d'exposition plus longue serait à risquer. Mais si j'ai une focale de 300 mm, la règle nous donne une durée maximale de 1/300e de seconde, donc une durée beaucoup plus faible. Ce qui est logique, une focale plus longue permet de zoomer sur l'image, l'angle de prise de vue est réduit, le moindre écart se ressent. On voit donc que l'on ne peut pas prendre des photos en main levée à n'importe quelle durée sans risque de bouger. Il faudra le plus souvent recourir à l'accessoire le plus important en photographie, après le boîtier et l'objectif, le trépied, ou en tout cas stabiliser l'appareil photo le plus possible. On va voir en vidéo la différence entre flou de bouger et flou de mouvement, car c'est essentiel pour comprendre la suite. On va voir la différence entre le flou de bouger et le flou de mouvement. Le flou de bouger, c'est tout simplement que l'on a pris une photo avec une durée d'obturation trop longue pour être prise à main levée. La photo est floue
à cause de nos propres tremblements. Ici, on voit bien que l'ensemble de la photo est flou, l'objectif au premier plan ainsi que le robot au second plan. La durée d'obturation est trop longue, ici on est à 0,7 secondes, ouverture f8 90 mm ISO 100. ISO 100 c'est la meilleure qualité possible, mais à 90 mm à 0,7 secondes, la durée est trop longue, on a du flou de bougie. Si on passe à la deuxième photo, on verra qu'on a cette fois un flou mouvement. Je conserve les mêmes paramètres, 0,7 secondes, f8 80 mm ISO 100, mais cette fois-ci j'ai utilisé un trépied. L'appareil est particulièrement stable, j'utilise un retardateur ou une télécommande pour ne pas faire trembler l'appareil photo. L'objectif au premier plan est totalement net alors que le robot qui bouge, lui, est flou. On a un flou de mouvement. Ce flou bien dû à une durée trop longue pour figer le mouvement de l'objet en mouvement, mais l'appareil stabilisé par le trépied évite le flou de bouger, ce qui marque bien la différence entre le flou de bouger et de mouvement. Un moyen de remédier à cette limitation de la règle du 1 pour 1, c'est de faire appel à la stabilisation des objectifs et des capteurs. Les deux peuvent en effet être munis de mécanismes de stabilisation qui permettent de s'affranchir un peu plus de cette limite. Par exemple, un 50 mm pourrait être utilisé avec une durée plus longue que 1/60 de seconde, mais ce n'est pas toujours le cas. De nombreux objectifs ne sont pas stabilisés. Cela en augmente fortement le coût. De même pour les capteurs des appareils, cela est réservé aux modèles les plus chers. Les constructeurs indiquent en général cette amélioration en nombre de diaphes. Vous voyez, on retrouve cette même notion de diaphes. Si le constructeur avance un gain de 3 diaphes, au lieu de prendre ma photo à 1/60 ou 50 mm, je pourrais oser prendre la photo à 1/30, voire jusqu'à 1/8 de seconde. Après avoir vu l'ouverture avec le mécanisme du diaphragme, après avoir vu la durée de pause avec le mécanisme de l'obturateur, il reste à voir le troisième élément, le capteur. Ce qui nous importe ici, c'est la sensibilité à la lumière. La sensibilité native de la plupart des capteurs, c'est 100 ISO, c'est-à-dire que cette sensibilité-là, que le capteur donne sa meilleure qualité. On retrouve la même notion de diaph qu'on l'a vu pour l'ouverture et la durée d'obturation. Si on passe de 800 à 400 ISO, on va influer sur l'exposition. Ce n'est pas tant la qualité de lumière que l'on modifie, mais sa sensibilité. De fait, on rend le capteur plus sensible en augmentant les ISO. On a donc besoin de moins de lumière à exposition égale en augmentant les ISO. Ici, je suis passé de 800 ISO à 400 ISO. J'ai donc rendu mon capteur moins sensible. Si je ne modifie pas les autres paramètres, j'ai donc une exposition plus sombre, moins de lumière en divisant par 2. Je vais assombrir la photo si je ne modifie pas par ailleurs les autres paramètres. Si je passe de 800 à 1600 ISO, je rends mon capteur plus sensible, j'aurai besoin de 2 fois moins de lumière pour une même exposition. Si je ne modifie pas les autres paramètres, je vais éclaircir la photo. Du coup, à quoi cela sert? Eh bien, cela facilite la prise de vue dans les conditions les plus difficiles. Si je suis devant une scène où malgré l'ouverture la plus grande, et en mettant la durée d'exposition la plus longue que me permet la prise de main à lever, il manque encore un peu de lumière, en jouant sur la sensibilité ISO, en rendant le capteur plus sensible à la lumière, je peux atteindre l'exposition correcte. Mais on va voir tout ça ensemble. Car on va s'apercevoir que l'on a tout de suite le deuxième effet de ce critère. En augmentant la sensibilité du capteur, je rajoute du bruit numérique, je dégrade la qualité de l'image. On va voir une série de photos à différentes sensibilités ISO, regardez surtout les zones les plus sombres, comme l'objectif Minolta en bas à droite et le manteau du chat. Vous allez voir la différence de qualité à mesure que l'on monte dans les ISO. Ici, les photos sont prises en priorité ouverture, ce qui veut dire que l'appareil va faire varier le temps d'obturation pour conserver la même exposition. À l'ISO 100, et f8, nous sommes à une vitesse de 1 seconde. Si je passe à la photo suivante, on passe à ISO 200. L'appareil a fait varier la vitesse, car ISO 200, j'ai rendu le capteur plus sensible, j'ai dégradé légèrement la qualité de l'image, mais l'appareil, pour compenser la montée en ISO, va mettre une durée d'exposition 2 fois plus courte. On passe d'1 seconde à 0,5 secondes, donc une demi-seconde, une durée plus courte, car pour compenser et garder la même exposition, comme le capteur est 2 fois plus sensible, il faut exposer 2 fois moins longtemps. Si on passe à ISO 800, on reste de qualité correcte sur cet appareil, cela dépendra de l'appareil, puisque ici c'est le capteur qui entre en jeu. Quelle est la qualité maximum sans trop de dégradation? Difficile à dire. Mais on considère en général qu'il faut regarder l'ISO maximum prévu sur l'appareil et diviser ce chiffre par 4. Ici, à 800, le manteau est encore correct, et pareil sur le Minolta. Vous allez voir que c'est sur les ombres que l'on va voir le plus rapidement les dégradations dues à la montée de bruit. Je passe rapidement à 3200 ISO, forcément la durée d'obturation se raccourcit encore, ici à 1/30 de seconde. On voit bien que je suis sur trépied, car à 1/30 sur un 90 mètres, je serai flou sinon.
flot de bouger. Mais vous voyez déjà qu'au niveau de l'objectif et des zones sombres, le bruit est maintenant bien apparu. Sont tous grains plus ou moins colorés. On a la même chose au niveau du manteau. Vous allez voir qu'en ISO supérieur, ça ne laisse aucun doute. C'est très visible. Ici, on est à ISO 16000. Beaucoup d'appareils ne montent pas autant en ISO. Mais là, de toute façon, la qualité est très médiocre. On se sert que de ces valeurs extrêmes uniquement quand on ne peut pas faire autrement, car il faut prendre la photo au détriment de sa qualité. Le manteau est très bruité, même les parties claires sont bruitées, l'objectif est défiguré par le bruit. À titre d'exemple, j'ai mis le max de mon appareil, 25600 ISO. Là, je vois bien que l'ensemble de la photo est bruité, notamment l'objectif n'est plus qu'un magma de grains de bruit. Alors, comment régler les ISO? Il faut essayer de garder les ISO les plus bas possible. Tant que la situation lumineuse le permet, on reste à 100 ISO parce que c'est là qu'on obtient la meilleure qualité. Par contre, lorsqu'on veut réduire le temps d'exposition parce qu'on risque d'avoir du flou de bouger, ou si on veut augmenter la profondeur de champ parce qu'on n'est pas assez net sur le sujet, dans les conditions actuelles, on va se permettre de jouer sur les ISO et dégrader la qualité d'image pour gagner en profondeur de champ ou en durée d'exposition. Reste le débat des ISO en automatique, ce qui est faisable. Quand cela est possible, je reste en ISO fixe et sur 100. Mais il est vrai que maintenant les appareils peuvent prévenir d'une montée trop rapide en ISO dans le mode ISO auto. Et voilà, on a vu tout ça pour en arriver là. Nos trois paramètres, ouverture, durée d'exposition, noter vitesse et la sensibilité ISO, forment ce qu'on appelle le triangle de l'exposition, où l'on voit que chaque élément que l'on va modifier aura une conséquence sur un ou deux autres facteurs, car si on ouvre plus et on veut la même exposition, je dois jouer sur la durée ou les ISO pour la conserver. On va voir d'abord en vidéo ce qu'on appelle une bonne exposition. Nous avons une série de 3 photos pour expliquer ce qu'on veut dire par une photo correctement exposée, une photo surexposée et une photo sous-exposée. Ici, j'ai pris la photo en priorité ouverture avec ISO 100 sur un 90 mm. Ouverture choisie de f8, il a calculé un temps de 0,7 secondes. Pour lui, nous sommes à la bonne exposition, ni trop sombre, ni trop clair. Je vais me servir de la correction d'exposition sur l'appareil pour faire varier volontairement l'exposition dans un sens ou dans un autre, en faisant par exemple une surexposition. Ici, la correction est très importante. J'ai mis plus 3 diaples, ce qui nous a donné en ISO 100, 80 mm f8, un temps de 4 secondes. Et comme on va pouvoir le voir avec l'histogramme, quand je vais lui demander de m'afficher les blancs cramés, il va m'afficher toute une zone en rouge. Tout ce qui est en rouge, c'est du blanc cramé, dû à la surexposition, du blanc pur. On ne pourra plus retrouver d'informations à l'intérieur. Si on passe à la photographie sous-exposée, avec donc pas assez de lumière pour correctement exposer la scène, si on a ISO 180 mm f8 et je demande à l'appareil de se mettre en expo au moins 3 diaphes, on se retrouve à 1/15 de seconde, une durée beaucoup plus courte. Pas assez de lumière pour éclairer la scène, l'objectif est très sombre, la table est tout sauf blanche. Nous allons évoquer le triangle de l'exposition par la fameuse métaphore du verre d'eau. Nous allons voir le triangle de l'exposition expliqué par la métaphore du verre d'eau. C'est souvent utilisé pour expliquer ce qu'est le triangle de l'exposition, car on peut faire l'analogie avec un robinet qui va remplir un verre d'eau. On va considérer que l'exposition correcte, c'est quand le verre d'eau est rempli à ras-bord. Quand on se rappelle du mécanisme pour l'appareil photo, qui consiste à avoir une ouverture avec le diaphragme, une durée avec l'obturateur et une sensibilité du capteur avec les ISO, on va avoir ici la même analogie avec le verre d'eau. Si on considère que l'exposition correcte, c'est quand le verre d'eau est rempli à ras-bord, on peut faire varier les paramètres de la même façon. Le débit de lumière qui va toucher le capteur est ici représenté par le débit de l'eau. Le débit de l'eau, c'est tout simplement la force avec laquelle on ouvre le robinet. Pas très fort ou beaucoup plus fort pour remplir le verre à ras-bord. La durée, si jamais je mets un débit qui est faible, forcément, le temps que le verre d'eau se remplit à ras-bord est plus important. Alors que si je mets un débit très fort, le verre d'eau se remplit très rapidement. On voit bien ici le parallèle avec l'appareil photo et comment est exposé le capteur. Si je fais varier le débit grâce au diaphragme, ici représenté par le robinet, le temps nécessaire pour atteindre l'exposition correcte représentée par le verre plein sera plus ou moins rapide. Il reste analogie avec les ISO et la sensibilité du capteur avec la taille du verre. Si je prends un plus grand verre pour remplir un ras-bord avec le même débit que tout à l'heure, il me faudra une durée plus longue pour le remplir. Admettons que le grand verre représente la sensibilité à 100 ISO. Je mets par exemple 4 secondes pour remplir le verre. Si je prends un plus petit verre, j'ai besoin de moins d'eau pour le remplir, de moins de lumière pour exposer le capteur. Je suis passé à 200 ISO, je n'ai besoin que de 2 secondes pour le remplir au même débit. Il est temps de se poser la question qui fâche. Pourquoi tout ça? Il est important de voir cette mécanique pour comprendre comment va se faire l'arbitrage entre ces éléments, sachant que l'appareil photo peut très bien choisir pour nous dans le mode tout automatique les valeurs des 3 critères, mais il ne le fera pas forcément correctement, sûrement moins bien qu'un photographe qui sait ce qu'il fait. Pourquoi dire adieu aux automatismes?
Le mode automatique, c'est laisser l'appareil décider des paramètres. On a vu qu'il va décider de l'ouverture, de la durée d'exposition, de la sensibilité du capteur, le fameux triangle de l'exposition. Mais il va aussi choisir pour nous l'autofocus, comment il fait la mise au point. La balance des blancs, sommairement, comment il décide que le blanc est blanc. Le flash, il va décider pour nous s'il doit déclencher le flash ou pas. C'est pour cela qu'il existe des modes dits semi-automatiques sur l'appareil photo que les débutants hésitent à tort d'utiliser car ils sont bien plus efficaces que le mode automatique. Ces deux modes sont le mode priorité ouverture, noté A sur la plupart des appareils, A pour aperture, ouverture en anglais, et sinon AV pour aperture value sur les appareils Canon. Et le mal nommé priorité vitesse, noté S pour speed, vitesse en anglais, ou TV, time value, sur Canon. Ces deux modes sont donc là pour dire que soit je donne la priorité à l'ouverture, c'est moi qui règle l'ouverture et je laisse l'appareil photo décider de la durée d'exposition pour obtenir l'exposition correcte, soit je donne la priorité au temps d'exposition en réglant ce temps et l'appareil calcule l'ouverture correspondant à l'expo correcte, la sensibilité du capteur étant soit en automatique, soit fixée à une valeur choisie tant que c'est possible, ISO 100, un temps idéal. Mieux encore que les modes semi-automatiques, le mode manuel, noté M, où le photographe peut décider de lui-même de tous les paramètres et donc de l'ouverture de la durée des ISO.